Le Myanmar, anciennement la Birmanie, est à 15h05 de vol de Paris, avec escale et changement à Lumpur, capitale de la Malaisie. Le décalage horaire est de 5h30. Le Myanmar est situé sur les bords du Bengale. Il est bordé, à l'est, par la Thaïlande, plus au nord par le Laos et la Chine, puis au nord-ouest par l'Inde et le Bangladesh. Sa superficie est de 678 000 km², soit la France, la Suisse et la Belgique réunies. Sa population était en l'année 2010 de 55 390 000 habitants. Sa langue officielle est le népali, mais aussi l'hindi et nombreux dialectes. Son régime est une dictature militaire. Et nous commençons la visite du pays par la ville de Yangon, au bord du golfe du Bengale. Nous entrons dans la Phaya, lieu sacré de Swadagong, le cœur de Yangon, sur une plateforme de 5 hectares. La Phaya de Swadagong brille de 1000 feux. Toutes les payas, lieux sacrés, se visitent les pieds nus. C'est une politesse et une attitude de respect. Le grand stupa de 98 mètres de hauteur, entièrement plein, est élevé sur une chambre funéraire, renfermant 8 cheveux de Bouddha. Swadagong est pour les bouddhistes birmans le sanctuaire le plus sacré du pays. Depuis plus d'un siècle, les autorités font ajouter une nouvelle couche d'or tous les 5 ans, grâce aux donations collectées quotidiennement sur ce stupa vieux de 2500 ans. Un pavillon renfermant des statues de Bouddha. La tradition veut que l'on tourne autour des stupas dans le sens des aiguilles d'une montre. On répand de l'eau fraîche sur les postes planétaires correspondant au jour de la naissance, afin d'obtenir une vie paisible. L'eau fraîche est utilisée pour éteindre symboliquement les foyers de la souffrance. Une statue de Bouddha dans un sanctuaire doré où les gens viennent se recueillir. Des stupas sont en travaux. Les frontons des toitures sont en teck, arbres de l'Asie tropicale. Au pied des pagodes se dresse une multitude d'oratoires, de pavillons pavoisés et repeints de frais. Un moine bouddhiste, des fleurs sont offertes sur les autels de Bouddha pour le remercier de son enseignement, selon lesquels, de la même façon que les fleurs se fanent, rien n'est permanent. Ce soir, soirée folklorique. L'élégante statue de Bouddha allongée de la pagode Chokyu à Yangon montre le Bouddha prenant du repos. La plante de ses pieds est marquée des 108 signes nobles qui caractérisent
le pied de Bouddha. Nous prenons un vol pour Eo. Eo qui se situe au centre du Myanmar. De Eo, nous irons découvrir le site de Kaku, le lac Inle, et rejoindrons Pindaya pour un trekking de 3 jours dans des paysages variés, pour de nouveau nous retrouver à Eo et reprendre un vol. Une panne de bus, les vitesses ne passent plus. Le chauffeur et son aide de conduite recherchent la cause pour y remédier. Nous voici à Tonjil, où nous prenons un guide de l'ethnie Pao pour visiter le marché et la région. Un véhicule local, vente de fruits, pommes cannelle, clémentines, citrons. À gauche, un mélange masticatoire à base de feuilles de bétel, de chaux et de noix d'arec. Vous remarquerez sur le visage de ces femmes des plaques blanches. Cette crème est étalée pour protéger du soleil et aussi par coquetterie. Préparation de feuilles de bétel pour chiquer. Étal de poisson. Une cuisine d'un restaurant populaire. Des légumes frais et succulents. Tout ce dont on a besoin pour la maison, à moindre prix. Les choux-fleurs rivalisent en qualité avec nos choux-fleurs bretons. Déjeuner pour ces commerçants. Maman et son bébé. Ici, pas de perte. Les œufs cassés sont vendus moins cher. Plus haut, dans la montagne, découverte d'un marché de ruminants, avec notre guide Pao. Les zébus ne sont pas vendus pour leur viande, mais pour le travail. Un zébu, un buffle, des zébus, remarquez leurs bosses. On discute le prix des bêtes. Le prix va de 300 à 500 €. Dans l'attente d'un essai d'attelage, qui conditionnera le prix de la vente du zébu ou du buffle. Le complexe de la pagode Kaku, autrefois caché dans les bois des Kalinchon, est la fierté du peuple Pao. Pour découvrir ce site sacré, nous nous déchaussons et enlevons nos chaussettes. C'est une politesse et une attitude de respect qui peut être cruelle pour nos plantes de pied lorsque l'on foule le parvis truffé de petits cailloux ou les dalles chauffées par le soleil. Kaku est un éblouissement, une forêt de quelques 2500 stupas. Thierry, votre serviteur. Certains stupas sont couverts de sculptures en stuc, représentant des dieux et des bêtes mythiques.
L'ensemble est une grande unité de style et dut être élevé sur une période assez brève, probablement au XVIIe-XVIIIe siècle. Dans chaque côté de la base des stupas s'y niche un Bouddha. Les Pao ont gardé le secret de Kaku jusqu'en 1996. Quelques inscriptions font état de restauration entre 1870 et 1883. La restauration des stupas se poursuit grâce aux donations de pèlerins. Les stupas sont surmontés d'un cône effilé, coiffé d'un ch'ti, ou ombrelle de la pagode. Nous quittons le site de Kaku. Rencontre de chars remplis de fourrage, tirés par des zébus. Cette femme racle les gousses d'ail pour enlever la pelure afin de les replanter. Elle les met en sac. À notre venue, toute la famille s'est rassemblée. Après un transfert en bus, embarcation sur le lac Inle, sur des sampans motorisés, bateau traditionnel à fond plat. Le lac Inle est une étendue d'eau paisible, les plus visitées de la Birmanie. Nous voici arrivés à notre village sur pilotis. Au centre de nos bungalows, un jardin flottant. Notre bungalow, dont le lit est équipé d'une moustiquaire. Le bateau est le principal moyen de transport. Sur le lac Inle, des dizaines de vendeurs nous approchent pour nous vendre des objets artisanaux et des bibelots. Nous prenons la direction d'un marché. Un étal de boucherie, des poissons du lac, à l'intérieur du marché. Dois-je acheter ces poissons? Pommes de terre, carottes et bien d'autres légumes. Le cigare traditionnel du lac. Le marché de Kangden est réputé pour son tofu, pâte de sucre de soja, avec des pois jaunes. Vendeuse du groupe ethnie Pao, dont le visage porte la pâte du Tanaka. Les tomates sont la première ressource des cultures par ortillonnage sur le lac. Les femmes rament sur leurs sampans, toujours en position assise. Les hommes Inta avancent leur bateau traditionnel à fond plat à l'aide d'une seule paquet, qu'ils enserrent d'une jambe. Les enfants peuvent ramer sur le lac sans la surveillance des adultes. Ils savent ramer debout depuis qu'ils sont tout petits. Inta, en pleine action sur son sampan. Nous entrons dans un village sur pilotis. Jour de lessive.
Des fleurs de lotus. Le lotus fournit des fibres aussi fines que des cheveux. Elles subissent une teinture de produits naturels. Tordues en fil au rouet, elles sont immergées dans cette marmite de teinture. Le tissage des fibres de lotus avec de la soie se fait sur ces métiers à tisser. Elle tisse également les robes des moines. La toilette se fait dans le lac. Les maisons sont construites directement sur l'eau, sur de hauts pilotis, pour être préservées des inondations. Les petits cigares roulés à la main ne sont pas forts, et le talap-tête ou feuilles de sébastène leur donne un arôme doux. Le tabac local n'a pas de nicotine. Ces Intas rabattent les poissons vers un filet mis en place devant eux. La pagode Podaou, ou la pagode de la barge décorée, site religieux le plus sacré du sud de l'Est Shan. Nous suivons cette jeune femme. Traversée d'un village. On peut remarquer le maintien de la pagaie avec le pied. Les îles flottantes occupent une grande partie du cœur du lac, et les légumes qu'elles produisent sont l'un des principaux revenus des Intas. Ces ortillonnages sont arrimés au fond du lac par des piquets de bambou. La base est faite d'un compost de rhizomes, de jacinthe d'eau, entremêlés, défrichés par le feu et enrichis d'algues et de terre de rive. Ainsi compostée sur les berges, elle est découpée en bandes de 15 mètres sur 1,50 m et remorquée jusqu'à l'endroit choisi. La culture et l'entretien des plantations se fait en barque. Nous arrivons dans un village sur pilotis. Une échoppe. Départ en sampan de notre village de Bagalo. Sur notre trajet, nous croisons des Intas retirant des algues pour le compost. Ce sampan, bien chargé d'algues, part pour le compostage. Un pêcheur sur le lac. La nasse de bambou est poussée jusqu'au fond du lac. Et, pendant qu'elle est maintenue avec son pied, à l'aide d'une perche de bambou introduite à l'intérieur, il fait remonter le poisson. Puis, il tire par une corde pour refermer le filet à l'arrière de la nasse. Puis, la nasse est retirée des eaux. Et, au fond,
Un poisson. Et il part à un autre endroit de pêche. Transport de marchandises. Le petit monastère Antek, Soyampiu, un peu de guingois, est le plus charmant du Myanmar. Le visage des novices est émouvant. Petite salle où les novices travaillent et passent leur nuit. Novices au travail. Le long de notre trajet en minibus, une récolte de riz. Après être séché, le riz est assemblé en petites gerbes. Une natte est étendue sur le sol pour récupérer les graines de riz. Battage de celui-ci sur une planche. Un champ de fèves. Cette plante à tige creuse donne les fleurs que nous voyons ici. Après pollinisation par des bourdons, elles deviennent de grosses gousses contenant des graines vertes, les fèves. En accédant à la grotte naturelle de Pindaya, on remarquera le symbole officiel de cette ville, un archer et une araignée géante. Dans les grottes d'or, chaque recoin abrite une effigie de Bouddha. Plus de 8090 statues, certaines laissées il y a plusieurs siècles par les pèlerins birmans. On ne sait pas quand elles furent érigées dans ce lieu saint. Faites un vœu, celui-ci sera exaucé. Entretien des Bouddhas grâce à des dons. Arrivée à la ville de Pindaya, construite au bord d'un petit lac. Pindaya se situe à 1300 mètres d'altitude. En contrebas, ces femmes font la lessive. Cet homme fait sa provision d'eau. À Pindaya, une myriade de pagodes blanches. Un attelage. Un étal de volailles et de poissons. Le transport est bondé de clients. Départ de notre trekking de 3 jours avec nos porteurs. Moyen de transport pour ces hommes. Notre premier petit village. Un poinsettia. Sa fleur. L'école du village. Correction du cahier par la maîtresse d'école.
Et nous reprenons le sentier. Un avocatier et ses fruits. Séchage des feuilles de réglisse. Elles ont des vertus médicinales contre le blocage de l'air dans l'estomac et les intestins. Culture de fèves. Pause pour cette jeune femme partie cueillir le thé. Le long du chemin. Saou sert de palanche pour le transport. Fleurs de plantes tropicales. Sa fleur donne des fruits. Une autre espèce de fleur tropicale. Sur le chemin, rencontre avec un camion. Un de nos porteurs pour notre trekking, avec sa palanche porteuse de charge. Thierry soupèse la palanche du porteur, environ 30 kg. Déjeuner dans la salle d'un monastère. Notre menu: poulet, riz, feuilles de l'ail ciselées, remplaçant dans ce pays la ciboulette. À côté, la cuisine de nos porteurs. Et nous repartons dans cette forêt vallonnée. Plus bas, toilettes, lessive. Plus loin, ces femmes lavent la tige de la fleur de l'ail, qui servira de condiment. Celle-ci est ensuite séchée au soleil. Ces tiges de l'ail serviront de condiment. Une orchidée. Fleur jaune dont je ne connais pas le nom. Dans ces vallons, des cultures de thé vert. Récolte de celui-ci. Un datura et sa fleur. Plantation de mandariniers. Ces hommes aèrent le sol avec une houe entre les mandariniers. Une fleur d'hibiscus. Arrivé à notre monastère où nous passerons la nuit. Hôtel du monastère. Dans le monastère, une seule salle où nous dînerons et passerons la nuit sur des nattes. À côté du monastère, la maison de la famille qui aide le moine bouddhiste. Voici les aides au clergé bouddhiste. Leurs enfants.
nous sommes repartis dans la forêt de bambou. Ces gâteaux, composés de soja noir, d'oignons et d'ail, sèchent au soleil. En chemin, des enfants rencontrent de jeunes femmes. Ces jeunes femmes partent pour la récolte du thé avec leurs serpettes. Un paysage vallonné de culture s'offre à nous. Un attelage de zébus. Après des heures de marche, une halte est bienfaisante dans cette boutique. On y trouve de tout. Cette femme confectionne des chics de bétel, poivrier grimpant et noix d'arec. Sur une feuille de bétel, elle étale avec de la chaux des épices, cardamone, cannelle, noix d'arec. Le tout enroulé dans une feuille de bétel fraîche. Ce mélange dopant stimule la sécrétion de la salive qui devient rouge brique. En chemin, au premier plan, un poinsettia. Rizière fraîchement repiquée. Le long du chemin, cette femme fait la lessive. Cette jeune fille aide cette femme pour mettre en place son panier bien chargé sur sa tête. Des cultures de chou-fleur. Des rizières. Récolte de riz. Le riz est réuni en petites gerbes et séché. Ensuite, ces gerbes de riz sont battues sur un tamis surélevé, afin que les graines de riz tombent sur la natte étendue au sol. Sous les yeux de cet enfant. À côté, les bœufs paissent dans ce champ en attendant la fin de la récolte. En blanc, la culture de sésame, dont ces graines fournissent de l'huile, environ 50%. De nombreuses cultures. Récolte de riz. Elle les met en petites gerbes. Les parents ont mis leurs enfants dans le champ voisin. Du curcuma. Dont le rhizome donne le curry. En jaune, du colza. Notre monastère pour la nuit. La grande salle du monastère. La table est dressée
et nous mangeons d'un bon appétit. L'autel du monastère supporte des offrandes et, à côté, sont moines bouddhistes. Dans ces vallons couverts de cultures, d'innombrables pagodes s'y cachent. Un acacia, sa fleur, le périmètre de la vache est délimité au moyen de cette tige de bambou et d'une corde. Sortie de nulle part, une école. En chemin, à nouveau des chars à bœuf. Remplis de fourrage. Ces buffles sont amenés à ce point d'eau pour qu'ils se rafraîchissent. Il faut parfois les pousser. En chemin, d'innombrables cultures. Rencontre de buffles. Et maintenant, un char à zébu. Séchage des féculents et piments. Mamie veille sur son séchage. Les légumes sont chargés pour être emmenés au marché ou à la coopérative. Des enfants, gingembre, taro, colza, riz. Ici, le gingembre est entrecoupé de rangs de taro, de la famille de la pomme de terre, dont les tubercules sont comestibles. Le rhizome du gingembre, utilisé comme condiment. Des piments, une traversée délicate, jeune novice devant ces nombreuses cultures. Nous sommes de nouveau à Eo, en vol pour Mandalay. À bord d'un bateau, nous irons à Mingun, puis à Sangen, et, au fil du fleuve Irrawaddy, nous descendrons jusqu'à Bagan, classé patrimoine mondial de l'humanité. De Bagan, nous irons au mont Popa. De retour à Bagan, et vol retour pour la France. À Mandalay, départ en bateau. Sur le rivage, des maisons de pêcheurs. La pagode inachevée de Mingun
s'élève sur la rive du fleuve Irrawaddy. Commencée en l'année 1790, elle était censée atteindre 150 mètres de haut. Le roi Badayapaya mourut en 1819 avant qu'elle ne soit achevée. Son successeur se retint avec sagesse de poursuivre cet immense projet. La cloche de Mingun pèse 90 tonnes et a un diamètre de 5 mètres. C'est la plus grande cloche non endommagée du monde. C'est une cloche que l'on ne fait pas teinter, mais que l'on frappe avec de grosses pièces en bois. Colline aux 700 pagodes. La plus grande pagode au monde, haute de 150 mètres, avec son couple de lions géants. Ici, un marché. On y trouve des gâteaux, broyage de l'écorce du tanaku pour l'obtention d'une pâte parfumée qui sert de maquillage et contre les méfaits du soleil. La pâte est très utilisée dans tout le pays pour obtenir un teint clair et pour protéger du soleil. Dans les bus locaux surchargés, les hommes montent toujours sur le toit afin de laisser la place assise aux femmes. Cet homme passe la herse avec cet engin de fortune tiré par des bœufs. Nous traversons le fleuve Irrawaddy. Sur les berges du fleuve, des maisons de pêcheurs. La calèche nous conduit à la cité ancienne d'Ava. Le monastère Bagaya, une des plus belles constructions monastiques. Il abrite des classes pour ces jeunes novices. À la sortie du monastère, les calèches attendent leurs clients. Le célèbre pont Uben, qui, avec ses 1200 mètres de longueur, est le plus grand pont du monde, construit entièrement en bois de teck. Sur le pont règne une activité intense. Le long du fleuve Irrawaddy, déchargement de légumes. Le marché de Nyola à Bagan. Courge à côte, choux, noix d'arec et d'autres légumes exotiques. Les mouches font partie du marché, il faut les chasser. Étal de boucherie. La viande est découpée sur ce billot. On y trouve des poissons, un petit silure, carpe, poisson-chat, et tout ce que l'on peut imaginer comme objet en plastique. Une jeune couturière sur une machine à coudre Singer.
Nous voilà partis en cyclopousse pour la visite du site de Souazigon. Les novices font l'aumône chaque matin avec leur bol. Souazigon est l'une des pagodes les plus vénérées pour tout pèlerin birman venu à Bagan. L'élégant zédi en forme de cloche de la Païa. Souazigon a servi de modèle à quasiment tous les stupas postérieurs du Myanmar. Païa de Souazigon. Rien n'est plus doux ni plus sacré à fumer que celui que vous roulez vous-même, avec quelques feuilles de maïs et un peu de tabac haché, mélangé avec des feuilles parfumées et un peu de sucre de palme. Les campagnards aiment tirer sur ces cigares pendant leur temps libre. C'est en calèche qu'il faut découvrir le site architectural le plus important du Myanmar, site classé par l'UNESCO. Ce site compte autant de temples de briques rouges réunis sur une plaine peu étendue de 42 km² que l'Europe possède de cathédrales médiévales. À partir du Xe siècle, les rois de Bagan, qui introduisirent le bouddhiste Theravada, furent soucieux de donner corps à leur foi. En seulement 230 ans, ils érigèrent plus de 4400 monuments religieux, tels que les pagodes, les temples et les monastères, dans le but d'atteindre le Nibbana, bonheur éternel. Aujourd'hui, suite au séisme de 1975, on ne dénombre plus que 2230 temples, sans compter les 1800 monticules de briques. Le Myanmar a plus de temples et pagodes que les autres pays bouddhistes. Il mérite le nom de pays d'or. Les paysans de la région cultivent les terres autour des temples. Les briques destinées à la construction des temples ne pouvaient être cuites sur place par manque de bois. Elles étaient ramenées depuis les villes de l'autre côté du fleuve et transportées le long du fleuve Irrawaddy. Ensuite, les chars à bœuf ou les carrioles prenaient le relais. Sur la route qui nous mène au mont Popa, de nombreux commerces. Des étudiants sortant d'une école, étals de fruits, pommes cannelle, fruits du dragon, pitaya, bananes, des champousses jaunes, fleurs sacrées de Bouddha. Le mont Popa, équivalent du mont Olympe, demeure des dieux et la résidence spirituelle des fameux esprits bouddhistes. Fin de notre voyage.